Imaginez un peu la scène. On est en 1978. Un enfant d'à peine 8 ans descend du bus scolaire dans une banlieue pavillonnaire, tout ce qui est de plus classique. Ouais, le fameux cliché du bus jaune, on visualise très bien. C'est ça. Et il marche seul jusqu'à chez lui. Il sort une petite clé en laiton qui pend à son cou, au bout d'un vieux lacet de chaussure, et bam, il ouvre la porte d'une maison qui est totalement vide. Absolument personne pour l'accueillir. Personne. Pas de parents, pas de grands frères ou de grandes sœurs. Et bien sûr, on est en 78, donc aucun écran, aucun téléphone portable pour envoyer un texto et dire « je suis bien rentré ». Il y a juste un silence absolu. Et c'est un silence qui pèse lourd en fait. Énormément. Cet enfant va devoir se préparer à manger tout seul, faire ses devoirs, gérer le moindre imprévu, et ça jusqu'à ce que la nuit tombe et que les adultes rentrent enfin du travail. Et ce silence quotidien, cette solitude structurelle, a littéralement recablé le cerveau d'une génération entière. Et le truc, c'est qu'on ne parle pas de quelques cas isolés, genre une anomalie statistique. Les données de nos sources sont formelles là-dessus. Les chiffres sont assez fous quand on les regarde de près. Totalement. Pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, en 84, on comptait environ 7 millions d'enfants qui rentraient chaque jour dans une maison vide après l'école. 7 millions. C'est juste énorme. C'est massif, 7 millions d'enfants qu'on a d'ailleurs appelés les enfants à la clé. Et c'est vraiment l'expérience fondatrice, la matrice psychologique de la génération X. Donc en gros, les personnes nées entre 65 et 80. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on fait une plongée au cœur de nos sources. Une pile de recherches sociologiques sur ce groupe hyper spécifique. Et la mission de cette session, c'est de comprendre cette invisibilité. C'est vrai qu'ils forment une sorte de trou noir démographique dans tous nos débats actuels. Mais c'est exactement ça. On entend tout le temps dire que les boomers ont vampirisé l'économie d'après-guerre, que les millennials frôlent le burn-out à chercher du sens, et que la Gen Z redéfinit la société entière via les réseaux sociaux. Ces trois groupes occupent tout l'espace sonore, quoi. Mais au milieu, silence radio. La génération X est d'un silence assourdissant. Pourtant, ce sont eux qui ont construit les fondations de l'Internet qu'on utilise tous les jours. Ils ont des postes clés, mais ils refusent de participer au grand théâtre social. C'est un refus catégorique, ouais. Du coup, pour comprendre cette invisibilité volontaire, il faut revenir à cette fameuse maison vide. Que se passe-t-il exactement dans le cerveau d'un enfant de 8 ans qui réalise que personne ne viendra le sauver ? Eh bien, il développe ce qu'on appelle en psychologie comportementale une adaptation à un environnement à haute contingence. D'accord. C'est-à-dire ? C'est un concept essentiel pour comprendre tout le reste de leur vie, en fait. Dans un environnement classique, avec des parents présents, on a un tampon entre l'action d'un enfant et ses conséquences. Le filet de sécurité habituel. Exactement. S'il fait une erreur, un adulte intervient tout de suite pour corriger, protéger ou réparer. Mais dans un environnement à haute contingence, ce fameux filet n'existe pas. Donc, s'il fait une bêtise, c'est pour sa pomme. Voilà. Si l'enfant à la clé casse un verre, il doit ramasser les débris lui-même, sous peine de se couper les pieds. S'il oublie de sortir la viande du congélateur, il n'a pas de dîner le soir. La conséquence est immédiate et très physique. Immédiate, incontournable. Donc son cerveau intègre très tôt une équation toute simple. La survie dépend d'une hypervigilance. Il faut anticiper les problèmes 2 ou 3 coups à l'avance, parce que l'aide extérieure, c'est une illusion. C'est dingue. Le contraste avec les modèles éducatifs d'aujourd'hui est juste colossal. Si on regarde l'enfance d'un millénial, on est en plein dans l'ère des parents hélicoptères, avec les agendas blindés et une supervision de chaque instant. Oh oui, une surprotection presque étouffante. Et pour la Gen Z, cette supervision, elle est devenue carrément technologique. Des applis de géolocalisation sur le téléphone des parents. Des montres connectées pour suivre le rythme cardiaque de l'enfant. Et surtout, l'accès immédiat à un tutoriel vidéo pour la moindre petite galère. Un jeune aujourd'hui n'a quasiment jamais l'occasion de faire face à un problème inédit sans pouvoir contacter quelqu'un dans la seconde ou checker une base de données. Et le résultat de cette surconnexion, c'est l'atrophie d'un certain muscle, le muscle de la débrouillardise brute. La génération X, c'est probablement la dernière à avoir expérimenté l'ennui profond. Celui qui te force à inventer des choses. Voilà. Ils ont dû expérimenter la résolution de problèmes en vase clos, ils ont appris à réparer une antenne télé capricieuse, à soigner une coupure, à gérer une panne de courant, seuls avec leurs propres pensées. C'est un peu comme si ils avaient joué leur enfance comme un jeu vidéo en mode difficile. 0 point de sauvegarde automatique, aucune mini-carte pour s'orienter et aucune communauté en ligne pour te donner la solution. C'est une super analogie. Soit tu trouves la mécanique pour passer le niveau, soit tu restes bloqué.
Ça forge une certitude inébranlable dans sa propre capacité d'action. Mais du coup, cette autonomie brute, ça soulève un paradoxe super intéressant pour la suite. On a donc affaire à des cerveaux recablés pour l'indépendance farouche. Que se passe-t-il quand ces individus arrivent à l'âge adulte, disons dans les années 90, et qu'ils se heurtent à des institutions comme l'entreprise qui exigent exactement l'inverse? À savoir la dépendance et la confiance aveugle. Eh bien, la collision a été brutale. Et ça a engendré un cynisme institutionnel extrêmement profond. Ah, tu m'étonnes. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir le contexte. L'enfant, à la clé devenu jeune adulte, a regardé ses parents boomers et a observé l'effondrement total des contrats sociaux de base. Sur le plan de la famille d'abord. Absolument. Dans les années 70 et 80, on assiste à une explosion historique des taux de divorce. L'institution qui était censée être le roc absolu de la société s'est effondrée sous leurs yeux. Et après ça, le monde professionnel ne les a pas rassurés non plus. Pas du tout. Ils ont vu leur père et leur mère consacrer 20, parfois 30 ans de leur vie à une seule entreprise. Ils croyaient au travail à vie et puis se sont fait licencier massivement pendant les grandes vagues de restructuration. Le contrat implicite de loyauté a été déchiré en public. En gros, l'entreprise ne protégeait plus la famille et la famille elle-même ne tenait plus debout. Exactement. Le message retenu a été très clair. Le système va te trahir. Les gens vont te décevoir. Et c'est là que nos notes de recherche introduisent un concept clinique que je trouve hyper puissant, le pessimisme défensif. Au lieu de sombrer dans le désespoir, la Gen X a juste systématisé cette méfiance, non ? C'est tout à fait ça. Et il faut bien comprendre que ce pessimisme défensif, ce n'est pas une simple déprime. C'est une stratégie cognitive extrêmement sophistiquée. C'est-à-dire qu'il prévoit l'échec d'entrée de jeu. En gros, oui. Contrairement à un optimiste qui va aborder un projet en se disant « super, tout va bien se passer », le pessimiste défensif abaisse délibérément ses attentes. Il visualise tout de suite les pires scénarios de crise possibles. Donc, si un Gen X gère un projet au boulot, il a déjà prévu le plan B si on lui coupe son budget ? Ouais. Le plan C si le fournisseur fait faillite et le plan D si son propre manager s'approprie son travail. Il ne fait pas ça par anxiété paralysante, il le fait comme mécanisme de contrôle. C'est brillant, en fait. En se préparant au pire, la trahison institutionnelle ne le détruit pas quand elle arrive, il s'y attendait déjà. C'est sa cuirasse, une vraie armure psychologique. Pour la Gen X, c'est juste un mardi normal au bureau, quoi. Et cette armure, c'est ce qui dicte leur comportement au travail aujourd'hui. Et ça explique ce gouffre immense avec leurs jeunes collègues. Prenons un millénial, par exemple. Formé par l'injonction à trouver sa passion, oui. Voilà. Le millénial va lier intimement son identité à son travail. Ça donne la fameuse hustle culture, l'idée qu'on doit montrer sur LinkedIn qu'on se donne à 110%. Et de l'autre côté, la Gen Z arrive avec une attente encore plus différente. Ils exigent que l'entreprise s'adapte à leurs valeurs morales et protège leur santé mentale. Et si la boîte ne le fait pas, bam, c'est le quiet quitting où ils dénoncent le système en vidéo sur les réseaux. Et face à ça, la Gen X, elle réagit comment ? Avec une incompréhension totale, voire une certaine ironie pour être honnête. Ils voient les millennials s'épuiser pour des boîtes qui, ils le savent très bien, les remplaceront en un clin d'œil. Ouais, parce qu'ils l'ont vu avec leurs propres parents. C'est ça. Et ils regardent la Gen Z exiger de l'empathie d'une structure corporative qu'ils considèrent comme une machine sans âme. C'est absurde pour eux. La stratégie de la Gen X est tactique. Le retrait et la compétence froide. Ils ne demandent pas à l'entreprise d'être une famille parce qu'ils savent comment finissent les familles. Exactement. Ils ne font pas de poste inspirant. Ils viennent, ils abattent un travail monstre, d'une qualité technique irréprochable, ils se rendent indispensables et à 17h, ils coupent tout. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en lisant nos sources, je me suis posé une question. Est-ce que cette obsession de la compétence silencieuse, ce refus d'humilité, ça ne fait pas d'eux des agents du statu quo ? Ah, tu veux dire être perçu comme complice ? Ben oui. La Gen Z pourrait carrément les accuser de complicité passive. En baissant la tête et en faisant juste leur boulot, la Gen X ne maintient-elle pas en place les systèmes mêmes dont elle se méfie tant ? C'est un reproche très fréquent en effet. Mais ça repose sur une mécompréhension de leur vision du monde. D'accord. Pourquoi ? Parce que pour militer afin de changer un système de l'intérieur, il faut quand même avoir un minimum de foi en la capacité de ce système à s'améliorer. La génération X n'a aucune foi là-dedans. Leur pragmatisme, c'est la survie individuelle. Point barre. Ils sont fiches de la révolution collective, en gros. Totalement. Ils ne cherchent pas à démolir la machine, ni à la repeindre aux couleurs de l'inclusion. Ils cherchent juste à comprendre comment les rouages tournent pour ne pas se faire écraser. Donc leur rébellion, c'est pas d'avoir une pancarte, c'est l'indépendance absolue. C'est ça.
Si un manager incompétent donne un ordre absurde, un Genix ne va pas faire un post indigné sur Internet pour dénoncer la culture toxique. Il va juste contourner le manager, résoudre le problème discrètement et garder l'avantage. Ce qui nous amène tout droit à la contradiction la plus fascinante de toute notre plongée d'aujourd'hui. Le domaine où ce désir de ne pas se faire remarquer devient presque absurde, le rapport à la technologie. Ah oui, le grand paradoxe numérique, si on relie ça au contexte global, c'est frappant. On parle littéralement de la génération qui a construit l'architecture du monde numérique. Ce sont eux qui ont écrit les premiers codes, posé les bases de l'e-commerce, structuré l'Internet tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Ils maîtrisent l'outil 100 fois mieux que la moyenne. Et pourtant, face aux attentes numériques actuelles, ils agissent comme des fantômes. Le contraste est énorme avec les attentes de la société d'aujourd'hui. Pour la Gen Z, l'exposition numérique, c'est synonyme d'existence. Avoir une empreinte numérique forte, étaler ses états d'âme, donner son avis sur tout sur des plateformes publiques, tout ça c'est perçu comme de l'authenticité. C'est presque devenu un devoir civique. On part du principe que la transparence est libératrice. Si tu ne donnes pas ton avis sur un sujet chaud en ligne, on te soupçonne d'avoir un truc à cacher. Ou pire, d'être totalement indifférent au monde qui t'entoure. L'attente sociale exige la participation. Mais la génération X a grandi bien avant cette espèce de panoptique numérique géant. À une époque où la vie privée était la norme, pas un luxe à protéger à tout prix. Voilà. Et si tu appliques leur fameux pessimisme défensif à Internet, ça te donne une règle d'or extrêmement stricte. Moins les gens en savent sur toi, plus tu es en sécurité. La donnée que tu ne partages pas est la seule qui ne pourra pas être retournée contre toi. C'est implacable comme logique, surtout sachant qu'ils savent comment les algos sont codés. Ils comprennent intimement comment les données sont monétisées. Donc l'idée de livrer sa localisation, ses émotions ou ses opinions à une multinationale de la tech, pour eux, c'est d'une naïveté suicidaire. L'analogie qui me saute aux yeux en lisant ça, ce n'est pas l'image de gens qui fuiraient la technologie comme des ermites. C'est plutôt celle d'un groupe d'architectes qui aurait construit une immense maison de verre. La maison de verre étant les réseaux sociaux. Exactement. Ils l'ont construite pour le reste du monde, mais eux, ils choisissent de vivre dans un bunker en briques, juste à côté, avec les rideaux bien tirés. Et ils regardent le reste du monde se donner en spectacle dans la maison de verre. C'est une super image. Ça me fait aussi penser à l'administrateur réseau en chef d'une énorme boîte. Ah oui, celui qui a tous les mots de passe et qui connaît les failles de sécurité de chaque programme. C'est ça. Justement parce qu'il sait exactement comment la saucisse est fabriquée en cuisine, il refuse catégoriquement de manger à la cantine. Mais carrément, quand il navigue, c'est en mode privé, sous VPN, avec un gros morceau de scotch noir sur la webcam de son PC portable. Il voit les jeunes générations déverser toute leur intimité en ligne et il observe ça avec l'incrédulité d'un spécialiste en cybersécurité qui regarderait quelqu'un écrire le code secret de sa carte bancaire sur son front. C'est tellement ça. Il ne déteste pas l'ordinateur, il respecte juste son pouvoir de nuisance. Et la Gen X fait pareil avec les réseaux. Ils ont des comptes, bien sûr. Ils sont physiquement sur les plateformes, mais ils observent. Ils lisent, ils consomment l'information, ils analysent les tendances, mais ils ne laissent jamais de traces. Pas de commentaires enflammés, pas de photos de leurs vacances. Ils ne participent jamais aux guerres d'opinion. Rappelle-toi l'enfant à la clé. Quand tu es seul dans une grande maison vide et que tu entends un bruit bizarre dehors, tu n'allumes pas la lumière pour aller voir. Tu l'éteins et tu ne t'approches surtout pas de la fenêtre. Waouh! Et aujourd'hui, éteindre la lumière, ça veut dire désactiver son statut en ligne et scroller dans le silence le plus total. C'est exactement la même mécanique de survie transposée au monde numérique. Bon, tout semble se connecter parfaitement. On a exploré la cause, l'enfant forgé par l'absence d'aide immédiate, qui anticipe tout. Puis on a vu le résultat, un adulte redoutable au travail, méfiant envers les institutions, armé de son pessimisme défensif, et enfin, cette posture de fantôme numérique derrière son écran teinté. Mais au-delà du profil psychologique, nos sources proposent une conclusion sociologique hyper forte. Elles qualifient la Gen X de « génération pont ». L'image du pont est fondamentale pour comprendre ce qu'ils font actuellement dans notre société. Chronologiquement et culturellement, ils sont suspendus dans le vide entre deux immenses plaques tectoniques qui s'éloignent. D'un côté, le monde analogique des boomers. Voilà, un monde d'anciennes institutions très lourdes, de hiérarchies hyper rigides. Et de l'autre côté, on a le monde hyper connecté, très fluide et très polarisé des millennials et de la Gen Z. Et la Gen X est au milieu. Ils parlent les deux langues en fait. Totalement. Ils peuvent être dans une salle de réunion et rassurer un vieux conseil d'administration avec des résultats très concrets et dans la minute qui suit, se tourner vers une équipe de vingtenaires et organiser tout un flux de travail dématérialisé sur le cloud.
Ils traduisent les attentes de l'ancien monde pour le nouveau et inversement. Mais l'analyse qu'on a lue va encore plus loin. Elle rappelle que la fonction première d'un pont, c'est de supporter une charge monumentale sans s'effondrer. Et surtout, un pont, c'est littéralement conçu pour être piétiné. C'est hyper cruel comme métaphore, mais c'est tellement vrai. Personne ne s'arrête au milieu d'un viaduc pour remercier le béton de tenir bon. On l'utilise juste pour passer d'un point A à un point B. C'est la réalité de la Gen X aujourd'hui. Ils absorbent la pression descendante des vieux dirigeants qui refusent de céder le pouvoir et la pression ascendante des plus jeunes qui exigent des transformations radicales immédiates. Ils font le tampon en gros. Ils font tout le travail de fond, souvent ingrat, qui permet à l'économie de continuer à tourner pendant que les deux autres extrêmes démographiques s'écharpentent sur des guerres idéologiques. Et ils font tout ça sans demander la moindre reconnaissance. Parce que leur pessimisme défensif leur a bien appris que la reconnaissance, c'est une monnaie super instable. Le seul truc qui compte pour eux, c'est que la structure ne s'effondre pas. Garder la structure debout, oui, c'est leur seul objectif. Et ça soulève une réflexion vertigineuse, pour terminer. Un point que nos analyses laissent un peu en suspens. Si la génération X est véritablement cette infrastructure silencieuse, ce ciment pragmatique qui absorbe tous les chocs, Les chocs entre l'ancien monde autoritaire et le nouveau monde ultrasensible, oui. exactement, que se passera-t-il quand ce pont décidera de se retirer ? Parce que d'ici 10 ou 15 ans, cette cohorte va commencer à quitter le marché du travail en masse pour prendre sa retraite. L'enfant à la clé va définitivement rentrer chez lui. Et il va verrouiller la porte derrière lui pour de bon. Quand cet amortisseur disparaîtra de nos entreprises et de nos institutions, laissant l'idéalisme intransigeant de la Gen Z face à face avec ce qu'il restera des vieilles structures, le choc frontal risque d'être d'une brutalité qu'on n'a jamais vue. Ça va être un télescopage monumental, c'est certain. Sans ce traducteur silencieux au milieu de la pièce, on découvrira peut-être, un peu trop tard, à quel point la cohésion de notre société tenait uniquement grâce à ceux qui refusaient de s'y faire remarquer. Une pensée fascinante à méditer, la prochaine fois qu'on croisera ce fameux collègue discret qui résout tous les problèmes sans jamais chercher la lumière des projecteurs.